Rebonsoir, je suis à Zarqa, ambassadeur d'Israël en France. Évidemment, beaucoup de questions à vous poser avec Christophe Gascard. Une question d'actualité brûlante. On a lu, Christophe et moi, cet après-midi, qu'il y avait une réunion du cabinet de sécurité israélien consacrée pour répondre à la question est-ce que oui ou non, Israël va envoyer des négociateurs pour négocier un éventuel cessez-le-feu. Je pense que les négociations se passent à Doha. Est-ce que cette réunion a eu lieu? Est-ce que vous avez des informations? Je sais qu'une réunion du cabinet de sécurité a eu lieu, qu'elle a fini, elle a terminé, donc elle a clos, elle est close. Elle est clos et je ne sais, bien sûr, c'est une réunion du cabinet de sécurité, donc le contenu de ce genre de réunion n'est pas connu, en tout cas pas officiellement. Et donc, je ne sais pas plus que cela. Au même moment de cette réunion, il y a des Israéliens qui manifestent actuellement justement près du cabinet du Premier ministre pour demander toujours, encore une fois, la fin des combats et surtout la libération des otages. Il y a une pression très forte. Vous l'entendez? Vous la comprenez? Bien sûr. Merci pour cette question parce qu'il est très important qu'on comprenne vraiment le sujet. Il n'y a pas une personne en Israël qui ne veut pas que tous les otages reviennent. Le gros problème que nous avons avec la libération des otages, c'est que certains d'entre nous pensent qu'il est possible de faire un accord avec le Hamas immédiatement en libérant une partie des otages et que le Hamas voudra continuer de négocier. Et d'autres regardent des renseignements et savent que c'est impossible. Le Hamas ne veut pas libérer tous les otages. Le Hamas n'a aucune intention de libérer tous les otages. C'est pour ça qu'il y a une énorme pression aujourd'hui qui a pour but de faire un accord qui libérera tous les otages et qui mettra fin à cette guerre terrible. Il y a quelques jours, ce que disait votre gouvernement est on ne négocie plus, maintenant on va rentrer dans Gaza. Et aujourd'hui, on apprend que l'idée de renégocier un cessez-le-feu existe encore. Donc l'entrée dans Gaza n'est plus la seule hypothèse. L'idée de mettre fin à la guerre est toujours la seule hypothèse, que ce soit par des fins diplomatiques ou que ce soit par des fins militaires. Mais l'idée, la fin diplomatique, l'idée de le faire en négociant un cessez-le-feu existe encore. Je vais dire quelque chose, peut-être c'est pas le bon endroit pour le dire. Il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on lit dans les médias. Désolé, mais le fait est que je peux vous dire ça. Je sais exactement ce qu'est la position de l'État d'Israël à ce sujet. Il y a toujours l'option de cesser, d'arriver à un accord qui cessera cette guerre en libérant tous nos otages, est toujours sur la table. Le fait est que, pour cela, il faut deux pour danser. Hein. Le Hamas comprend très bien qu'aujourd'hui, la seule façon pour lui de survivre, c'est de maintenir 1, 2, 3, 4 otages chez eux jusqu'au dernier moment. Pas seulement jusqu'au dernier moment, le plus possible. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Nous voulons la libération de tous nos otages. Jusqu'à présent, vous avez accepté des accords qui ne libéraient pas tous les otages. Il y a eu une libération progressive des otages. Effectivement. Aujourd'hui, le gouvernement israélien n'est plus dans cet état d'esprit et refusera tout accord qui ne permet pas la libération de tous les otages. Je ne peux pas vous dire quelle sera la décision du gouvernement israélien à ce sujet dans le futur. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous ne faisons aucune confiance au Hamas et nous avons vu dans quelles conditions nos otages sont maintenus. Nous avons vu qu'il les force à creuser leur propre tombe. Nous avons vu qu'ils sont au bord de la mort chaque jour. Et donc, c'est impossible de les maintenir de cette manière. C'est pour ça que nous faisons pression de la façon la plus importante possible pour amener à la libération de tous nos otages le plus rapidement possible. Hier, des raids sur un hôpital de Gaza ont fait 15 morts, dont 5 journalistes. La Grande-Bretagne, qui est un allié d'Israël, la Grande-Bretagne, par la voix de David Lammy, son ministre des Affaires étrangères, s'est dite horrifiée. Emmanuel Macron a dit que c'était intolérable. Est-ce que vous êtes horrifié vous-même par cette frappe sur un hôpital qui a fait 15 morts? 20 morts. 20 morts, enfin 15 morts, dont... Alors, je vais commencer par répéter ce qui a été dit par le Premier ministre. C'est une erreur et nous en prenons la responsabilité. Donc, c'est une erreur tragique, d'accord? Premièrement, et ça a été dit d'une façon très claire par le Premier ministre. Il a dit que c'était un accident, vous allez plus loin, vous dites que c'est une erreur. Un accident, une erreur, mais je vais expliquer, je vais rentrer un peu dans les détails si vous me permettez. Nous savions qu'il y avait une position du Hamas sur cet hôpital. Ce n'était pas seulement une personne qui regardait avec une paire de jumelles, c'était une position du Hamas, une position de renseignement avec un équipement, avec des équipements électroniques. Le droit international, soyons bien clairs à ce sujet, dès qu'il y a
une cible, dès qu'il y a une utilisation militaire d'un endroit, d'un site qui n'est pas militaire, un site civil, ce site devient une cible légitime. Alors, il y avait une salle entière avec des terroristes à l'intérieur qui vérifiaient exactement, qui avaient des équipements de renseignement et qui vérifiaient les mouvements de nos troupes. Cela a été ciblé. Ce qui est triste, ce qui est terrible, c'est que non seulement eux ont été touchés, mais aussi d'autres, des personnes, des civils qui étaient là sur place. Et c'est pour ça que le Premier ministre a dit que c'était une erreur, un accident déplorable. Je vous ai demandé ça la dernière fois que vous êtes venu. On a du mal à comprendre. Israël arrive, quand elle veut toucher un dirigeant iranien, à toucher uniquement la chambre dans laquelle il est, dans l'étage de son appartement à Téhéran, à avoir une précision au mètre près, voire à la dizaine de centimètres près. Et quand il s'agit d'un hôpital, alors là, tout d'un coup, ça arrose beaucoup plus large. Non, parce que comment expliquer ça? Mais regardez les images. C'est seulement une partie, la partie justement du haut de l'hôpital, on le voit très bien, c'est pas l'hôpital qui est tombé, c'est une petite région, une petite partie de l'hôpital, au haut de l'hôpital, là où se trouvait justement cette salle d'opération du Hamas qui a été touchée. Ce qui est terrible, d'abord, c'est le fait que quand il y a eu des sauveteurs qui sont venus sur place, eux aussi ont été touchés. Et donc c'est pour ça on a défini d'une façon très claire, c'était un accident. La façon dont ça a été fait ne devait pas se passer. Mais c'était une cible légitime. Il y avait dedans une salle de renseignement du Hamas avec des instruments, avec des équipements électroniques. Christophe. Le chef d'état-major a justement ordonné que l'enquête se poursuive en mettant l'accent sur plusieurs points, et notamment le processus de décision sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les armes utilisées pour la frappe, selon donc le communiqué militaire. Ça veut dire que finalement, les mesures qui ont été employées étaient disproportionnées ? Là, je ne vais vraiment pas rentrer dans cette enquête, parce qu'il y a une enquête qui va être faite. Sachez on a toujours un mécanisme d'enquête. Quand il y a des accidents de ce genre, il y a une enquête qui est lancée et une décision qui est prise par un très haut niveau, au niveau juridique, qui est prise si tu dois être une enquête criminelle, une enquête disciplinaire, etc., etc. Pour l'instant, une enquête a été lancée pour voir pourquoi la décision d'utiliser un certain moment a été choisie, pourquoi le deuxième tir a eu lieu, etc., etc. Et il pourrait y avoir des sanctions ? Parce que l'ONU dit... Il y a eu l'ONU, vous savez, nous avons... Beaucoup disent qu'il y a parfois des enquêtes, mais jamais de sanctions. Là, il pourrait y avoir des sanctions ? Il y a eu des sanctions auparavant. Je connais des gens qui ont été sanctionnés. Il y a eu des sanctions auparavant. Il pourrait y avoir des sanctions, je ne sais pas. D'accord. Ça dépend des résultats de l'enquête. Concernant les journalistes tués, justement, on sait que le bilan est effroyable depuis le début de la guerre. Près de 200 journalistes tués selon Reporters sans frontières. Comment faire en sorte que la liberté de la presse puisse un jour avoir accès à l'enclave, alors qu'on le rappelle aujourd'hui, il est impossible de rentrer dans Gaza? D'abord, si vraiment des journalistes sont tués, c'est terrible et c'est une guerre. C'est une guerre qui dure depuis 2 ans et qui est une guerre terrible. Je l'ai qualifiée de guerre terrible depuis très longtemps et nous le faisons tous parce que vous savez, c'est pas seulement des journalistes qui sont tués, c'est pas seulement des Gazaouis qui sont tués, c'est nos enfants aussi. Hein. Les soldats, ce sont nos enfants. Il y a plus de civils, il y a objectivement plus de civils. On y arrive, je pense que c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui. Que de militaires israéliens, je pense que c'est un des sujets dont on va parler. La chose importante est que... Excusez-moi, j'ai perdu le... On parlait des journalistes. Oui, c'est ça. La difficulté, finalement, à la fois d'exercer leur travail et en même temps, vu le nombre, c'est quand même... Alors d'abord, si des journalistes, effectivement, sont touchés, c'est terrible. C'est une guerre, un résultat terrible de cette guerre. Mais par contre, c'est important, ce n'est pas chaque personne qui a un gilet sur lequel il y a écrit « presse » est un journaliste. Vous savez, certains de ces journalistes qu'on a vus aujourd'hui étaient des personnes qui étaient le 7 octobre dans les kibbutzim, qui étaient avec les forces du Hamas, avec les forces de Nourba. C'est une information que vous nous donnez. Parmi les 5 journalistes tués, certains ont participé au commando du Hamas ? Oui. Vous êtes sûr ? En tout cas, c'est ce qui a été publié aujourd'hui. On a les noms avec les images de ceux qui ont été tués. Et à part ça, il y avait aussi des terroristes qui étaient dans cette salle dont j'ai parlé. Alors, je ne dis pas que cette opération, cette attaque a été parfaite. Non, je ne le dis pas. C'est pour ça que nous disons d'une façon très claire, il y a eu une erreur qui a été faite et eu un accident. Mais quand même, il faut être clair, c'était une cible qui était légitime. Compris. Pour la première fois, on va parler de ce que vous évoquiez, effectivement, parce que pour la première fois, l'ONU, le week-end dernier,
a officiellement déclaré Gaza en état de famine. Il s'agit d'une famine prévisible et évitable, causée par la cruauté, justifiée par la vengeance, rendue possible par l'indifférence et entretenue par la complicité. C'est un mensonge. Il n'y a pas de famine à Gaza. Non, il n'y a pas de famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Non, l'ONU, vous savez, l'ONU, M. Fletcher surtout, personnellement aussi, se trouve dans une situation très difficile. On mange à sa faim à Gaza. Je ne sais pas si on mange à sa faim, mais je sais... Quand on ne mange pas à sa faim, ça s'appelle... Vous me posez une question, j'essaie de répondre. Non. D'abord, cette définition n'est pas la bonne définition. Il y a une définition pour famine, une définition onusienne, qui justement, pour Gaza, a été changée, a été alternée, pour dire qu'il y a effectivement une famine à Gaza. Premièrement. Secondo, M. Fletcher lui-même est dans une position assez difficile, parce qu'il y a des milliers de tonnes de nourriture qui attendent d'être distribuées. Et l'ONU ne le distribue pas. Pourquoi l'ONU ne le distribue pas? Parce qu'ils ont décidé qu'au lieu de distribuer avec la sécurité israélienne, c'est-à-dire que l'armée israélienne serait autour de ces camions et s'occuperait de la sécurité, ils voulaient que ce soit le Hamas qui le fasse. Et donc, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Ce sont les stocks qu'on voit là. Voilà, exactement. Des milliers de tonnes de nourriture. Je précise que c'est des images qui ont été tournées où notre reporter Juliette Poissonnier était emmenée par l'armée israélienne. Bah oui, d'accord, mais c'est quand même... même... Je ne dis pas qu'elles sont fausses, je dis que c'est... Justement, vous voyez, on a de la nourriture pour bébés, ça a été etc. filmé sous la responsabilité de l'armée israélienne. Et là, on a des milliers de tonnes de nourriture qui attendent et qui pourrissent au soleil. Alors, l'ONU est dans une situation un peu difficile parce qu'ils sont accusés, on les accuse, je le fais maintenant d'une façon très claire, on accuse et j'accuse l'ONU d'une façon très claire de justement de ne pas vouloir distribuer parce qu'ils ont peur de peut-être du Hamas. Je peux vous montrer d'autres images? Une petite question, je vous en prie. Et donc, la façon dont ils font pour justement de répondre à ces accusations, c'est dire « Ah non, il y a une famine » et ils changent les statistiques pour prouver soi-disant qu'il y a une famine, ce qui n'est pas le cas. Bon, je vais vous montrer des images. C'est un sujet qui a été tourné par une reporter du service étranger ici, qui s'appelle Juliette Poissonnier, qui est en ce moment envoyée spéciale en Israël et qui a tourné ce sujet. C'était pour le 13h de France 2 samedi dernier, le 23 août. La détresse de cette mère de famille à Gazaville. Son fils de 5 mois, Abdel Karim, pèse à peine 3 kilos. Mon fils est devenu très maigre à cause du manque de lait et de nourriture. Hier, pour la première fois au Moyen-Orient, l'ONU a officiellement déclaré l'état de famine dans le gouvernorat de Gaza. C'est une décision que l'on redoutait, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce qu'on veut, c'est vivre et que la guerre s'arrête. On n'a ni à manger ni à boire. On n'est même plus capable de marcher à cause de la faim. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes vivent dans des conditions qualifiées de catastrophiques. C'est le niveau de détresse alimentaire le plus élevé. Je précise que les images dures qu'on vient de voir sont des images d'agences tournées par des agences américaines. Alors, on n'emploie pas le mot de famine, si vous voulez. 1 million de personnes vivent dans des conditions catastrophiques. C'est les termes qui ont été employés. Est-ce que vous l'admettez? Les images qu'on a vues. Vous venez de me montrer des enfants justement affamés. Je ne dis pas que ça existe, ça. Je ne dis pas que tout le monde à Gaza mange à sa faim. Mais une minute auparavant, vous m'avez montré des milliers de tonnes de nourriture pour bébés qui justement étaient en train de pourrir à l'entrée de Gaza et qui n'étaient pas distribués par l'ONU. Alors cette question que vous me posez, c'est une question qui est légitime, devrait être posée aussi à l'ONU. Mais pourquoi ne distribue... Non, mais très bien. Alors je vous le dis, je vous le dis d'une façon très claire. Nous payons pour ça. C'est le gouvernement israélien qui paye justement pour ces milliers de tonnes de nourriture pour bébés, de tonnes, de farine, de riz. Ces bébés qui sont en train, ces bébés qui sont en train de mourir à Gaza. Justement, ils ne sont pas en train de mourir à Gaza. Ah bah si, Monsieur Fletcher disait Monsieur Fletcher lui-même s'est excusé d'avoir dit, il a dit qu'il avait fait une erreur. Lui-même, il y a quelques mois, avait dit qu'il y avait 15 500, si je ne me trompe, bébés qui allaient mourir dans les 15 prochains jours. Et ensuite, il a dit « Ah non, je m'étais trompé, excusez-moi, c'était une erreur pour moi de publier un truc comme ça ». Le fait est que vous montrez ces photos qui sont des photos terribles, des images terribles. On est d'accord que ce sont des photos réelles. Bien sûr, je ne sais pas. Existe. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est des photos, des images réelles ou pas. Je pense elles ont l'air réelles. Encore une fois, ce sont des agences américaines qui ne sont pas a priori des ennemis d'Israël. Elles ont l'air réelles, mais on a vu les manipulations qui avaient été faites et des dizaines de manipulations qui avaient été faites avec des enfants qui souffraient de maladies chroniques, avec des enfants qui souffraient... Même un enfant qu'Israël avait déplacé en Italie pour qu'il soit traité à cause justement de malnutrition. Pas à cause de la malnutrition, mais à cause d'une maladie qu'il avait. Alors donc, je ne peux pas vous me poser, vous me posez une question, est-ce que ce sont
des images réelles. Je ne peux pas vous dire ce que sont des images réelles. Ce que je peux vous dire, c'est que 1 minute auparavant, vous m'avez montré des milliers de tonnes de nourriture que l'ONU ne distribuait pas. Alors cette question doit être posée à l'ONU. Le président du Programme alimentaire mondial a dit aujourd'hui que ce qui rentrait en Israël, quel que soit ce qui est stocké, ce qui rentrait en Israël, c'était une goutte d'eau par rapport aux besoins. Israël ? À Gaza, pardon. C'était une goutte d'eau par rapport aux besoins. Déclaration du PAM aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a, dès que ces milliers de tonnes de nourriture et d'assistance humanitaire seront distribuées par l'ONU, il y aura d'autres de milliers de tonnes de nourriture et d'assistance humanitaire et de nourriture pour bébés qui rentrera. Christophe. Votre Premier ministre, on va parler des relations franco-israéliennes qui sont, au terme de ce débat, assez importantes, a écrit à notre Président de la République en disant des mots assez forts. C'était donc le 17 août dernier. Notre Président lui a d'ailleurs répondu aujourd'hui. La lettre, il a attendu finalement qu'elle ait été reçue. Et il parle notamment de la lutte contre l'antisémitisme ne saurait être un sujet d'instrumentalisation et ne peut nourrir aucun désaccord entre Israël et la France. Les voici. La lettre est assez longue, mais on a pris quelques extraits. C'est important qu'Emmanuel Macron réponde à Benyamin Netanyahou, et autant sur le fond que sur la forme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une discussion entre les deux dirigeants, franchement, je ne vais pas rentrer ni dans les détails, ni dans le contenu de ça. Mais ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est les points suivants. Il y a une explosion de l'antisémitisme en France. Il n'y a pas quoi ? Il y a une explosion de l'antisémitisme en France, comme il n'y a jamais eu auparavant, disons dans le dernier siècle. La dernière fois qu'il y avait autant d'antisémitisme était dans les années 30 du dernier siècle. Très bien. En France et dans tous les pays européens. Franchement, personne ne le dit. Oui, je sais. Personne ne le dit. J'essaie de répondre. Ce que disait votre Premier ministre, j'essaie de répondre. Ce que disait votre Premier ministre, c'est que le président de la République française ne luttait pas assez contre l'antisémitisme. Est-ce que vous, qui vivez en France, vous dites le président de la République ne lutte pas assez? Je dis d'une façon très claire, comme je l'ai dit auparavant, je le répète, je ne vais pas rentrer dans une discussion directe entre les deux dirigeants. Et je continue la réponse à monsieur qui m'avait posé la question. Premièrement, donc, il y a cette question d'une explosion de l'antisémitisme. Ensuite, la question de la reconnaissance de l'État palestinien quand il y a encore une guerre qui a lieu à Gaza, quand il y a encore des otages qui sont entre les mains du Hamas, est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée, c'est une chose, mais de dire que c'est de l'antisémitisme, c'est autre chose. Non, le Premier ministre ne dit pas que c'est de l'antisémitisme. Il a dit que ça alimente l'antisémitisme. Il n'a pas dit que c'était de l'antisémitisme. Ça alimente l'antisémitisme. Non, mais on parlait de vrai ou faux. Vous me demandez est-ce que le Premier ministre a dit que c'était de l'antisémitisme. Je dis non. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas dit qu'il a alimenté l'antisémitisme. Il faut être précis quand on parle de ces sujets. Et ensuite, je l'ai dit sur différents réseaux, je le répète ici, la République française fait énormément contre l'antisémitisme. Je le dis d'une façon très claire. Je le dis, vous êtes très gentil de me dire ce que je dois faire en tant qu'ambassadeur et les rapports que je dois créer à Jérusalem, mais je le fais sans que vous me l'ayez dit. La République française fait énormément pour combattre l'antisémitisme, mais il y a un énorme mais ici. Mais l'explosion est telle que ce que fait la République n'est pas suffisant. C'est pas qu'elle ne fait pas assez en prenant une décision de ne pas faire suffisamment. C'est que l'explosion est telle, il y a tellement d'événements antisémites qu'elle ne peut pas s'occuper de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a une explosion de l'antisémitisme qui n'a de parallèle que les années 30 du dernier siècle. Et donc, c'est ça, pour cela, que nous sommes inquiets en tant que... Je suis le représentant du pays, de l'État juif, je suis le représentant, disons, de l'État d'Israël, et ici, je peux vous dire que nous sommes extrêmement inquiets de ce qui se passe en France, de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe à travers le monde. Et un dernier point à ce sujet, et qui est important de comprendre, le fait qu'une lettre publique a été publiée par le Premier ministre est quelque chose, une dynamique qui a commencé avec une publication de la France sur le journal Haaretz, accusant Israël d'être la raison, le gouvernement israélien d'être la raison pour la montée de l'antisémitisme. Quelque chose qui est tout à fait inacceptable.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'être venu répondre à nos questions. On en avait encore beaucoup, mais enfin, on doit s'arrêter. Merci beaucoup.